Donc là, on peut se dire que parfois c'est salutaire que les digues rompent. Quand une digue a rompu, à ce moment-là, j'ai l'impression que ça a été beaucoup plus facile pour vous d'aller dans l'histoire, parce qu'il y a quelque chose de très touchant dans les livres lorsque vous regardez simplement les souvenirs, un sac bleu, et là, au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'avec ça, on remplit les blancs et à travers. C'est vrai, c'est comme un puzzle un peu qui tout d'un coup, dont les pièces arrivent, on les a dans les doigts, on les regarde, on essaie de les placer quelque part, mais où est-ce qu'elles vont exactement? Bon, c'est un peu un rébus ou un puzzle, en tout cas une forme d'énigme. Et en même temps, je voulais pas fouiller trop loin, c'est-à-dire que on m'a donné des documents, on m'a donné des objets, on m'a redonné des vélos, on m'a donné tout un tas de choses. Bon, je les ai regardés, je les ai lus pour certains, mais je ne suis pas allé au bout de tout ça. J'ai l'impression que j'ai simplement effleuré un certain nombre de choses, parce que je voulais aussi lui garder sa part d'ombre à lui, qu'il n'était pas nécessaire de porter à la lumière, et qui reste son secret, en tout cas tout ce qui était les ressorts de sa vie et finalement de sa mort, je ne suis pas sûr de les avoir découverts, et peut-être que c'est mieux comme ça. Et d'ailleurs, c'est compliqué votre exercice, parce que aujourd'hui, c'est un peu à la mode aussi d'étaler tout sur la place publique, oui, depuis l'heure, et c'est très difficile comme exercice parce qu'on est toujours sur le fil de rasoir. Oui, vous voyez, je pense que si précisément j'avais attendu, je pense que la plus forte probabilité, c'est que je n'aurais rien fait. Et je pense que je devais faire quelque chose qui passait par l'écriture, puisque l'écriture, depuis maintenant presque 30 ans, est mon principal, le plus fidèle mode d'expression, le moins imparfait. Donc, je pense que l'écriture, tout ça devait passer par l'écriture. Et en même temps, il fallait, je pense, une forme de retenue, de pudeur, ou quelque chose qui ne participe pas de l'étalage général. Quand il arrive quelque chose à quelqu'un, il se met en devoir le faire partager à la terre entière, et avec une certaine indécence. Donc j'ai voulu que ce soit à la fois un hommage à lui, que ce soit une trace de lui qui me survivra moi aussi, j'espère, et qui en même temps ne soit pas indigne de lui et de ce qu'il était. Et en même temps, est-ce que vous êtes aperçu, lorsque vous avez écrit ces livres-là, que votre père avait été un personnage pour vous très important dans les romans précédents? Alors, bon, je le savais, mais enfin, c'était... De cette façon-là? Oui, c'était quelque chose d'un peu informulé. Je le savais aussi. Vous savez, vous existez comme écrivain, non pas parce que vous dites je suis un écrivain, mais c'est parce que d'autres vont lire vos livres et vont vous dire des choses sur vos livres. Et depuis quelques années déjà, je lisais dans les critiques des journalistes disant, encore une fois, Eric Fotorino nous parle d'identité, de paternité, etc. Donc ça ne pouvait pas m'échapper, parce que des origines, enfin de tout ce thème-là, qui est effectivement un thème pour moi qui est fondateur, au sens où, je dirais, l'origine du roman, c'est le roman des origines. C'est ça qui m'a fait écrire. Moi, je n'aurais jamais écrit si je n'avais pas eu cette faille, ce gouffre de l'identité que j'ai essayé de combler à ma manière, ne pas tomber dedans. Donc mettre des barrières, et chaque livre est une peut-être dérisoire ou fragile barrière, mais en tout cas quelque chose qui m'a permis de me construire une identité que je ne me serais pas construite autrement, ou peut-être à raison de longues séances sur un divan ou autre chose. Mais vous avez cette chance inouïe de pouvoir sublimer de cette façon-là. Oui, enfin en tout cas, c'est vrai que c'est une chance d'avoir pu, par l'écriture, réinventer un monde qui était à mes yeux peut-être trop imparfait, ou pas à ma convenance, c'est sûr. Oui, mais en même temps, vous parlez de liberté, mais aussi, on peut parler peut-être aussi de fierté, parce que je pense à deux moments très précis. Je crois que c'est novembre 1981, pour la première fois, votre nom apparaît dans le monde. Oui. Et aussi, lorsque vous publiez pour votre premier roman, Rochelle aussi, oui. Et là, il s'est aperçu quelque part que c'était aussi des personnages de livre aussi. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que court comme ça, dans le territoire fragile, dans Korsakov. Bon, et je crois que c'est quelque chose, on n'en parlait pas, mais quelquefois il me disait tiens, tel ou tel patient a lu ton livre, et il a trouvé que ce personnage me ressemblait, des choses. C'était toujours indirect, et puis ça s'arrêtait là.
Et la fierté pour lui que vous soyez écrivain aussi, ça avait... Oui, oui, je pense que c'était important pour lui. Je pense qu'il lisait mes livres. Il ne lisait pas beaucoup de livres, j'ai l'impression. Non, 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 à part je lis San Antonio. Et bon, je crois pas, non, il ne lisait pas de livres. Il lisait pas de livres, il lisait des journaux, il lisait... et encore pas n'importe quel journaux, c'était plutôt l'Équipe et le Canard enchaîné. Voilà. Bon, c'est pas mal. C'était bien. Oui, parce que vous c'était aussi des bons lecteurs de l'Équipe aussi. Absolument. Mais en même temps, il y a aussi, à un moment donné, ce livre-là pourrait éventuellement paraître un peu injuste avec ma mère. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est vrai que pendant 9 ans, elle s'est occupée de moi. Oui. Et... Parce que vous dites, je suis né quand j'avais 9 ans, donc pendant 9 ans, vous existiez aussi. Oui, j'existais sans être complètement reconnu. Donc ne pas être reconnu, en tout cas par celui qui vous a contribué à votre arrivée au monde, c'est quelque chose qui évidemment n'est pas anodin dans la perception qu'on a même de soi-même. Mais ma mère a joué le rôle de deux pendant ces 9 ans, donc c'est dans ce sens-là que ça peut paraître injuste de dire ça, parce qu'elle s'est occupée de moi avec sa jeunesse, parce qu'elle avait 17 ans et c'était pas simple. Mais j'ai parlé des choses, mais peut-être que ce n'était pas le bon mot en fait, parce que vous dites aussi que les vélos c'est très important, à travers les vélos, il m'a appris à ne pas abandonner, à insister, et c'est l'école de la vie. Et comment se fait-il que les vélos puissent être l'école de la vie aussi, parce qu'à un moment donné, il s'est aperçu que vous n'aviez pas l'avenir de la vélo, donc pour lui c'était aussi aller ailleurs aussi, c'était un apprentissage. Oui, mais le sport, et en particulier ce sport-là, qui est un sport assez exigeant, la boxe, là je ne m'y serais pas. Mais il aimait bien la vie. Il aimait bien, ouais. Mais le vélo, c'est une école de la vie parce que, à l'image de la vie, il faut serrer les dents, il y a des hauts et des bas, il ne faut jamais renoncer, rien n'est... Tant que vous n'avez pas passé la ligne d'arrivée, tout peut arriver, justement, vous croyez avoir perdu, ben, vous allez gagner, vous croyez que vous pouvez gagner, mais vous allez perdre. Ça, voilà, ces coups du sort sont très présents dans une course de vélo, et puis il y a cette douleur physique, cet effort physique, ce dépassement de soi, une forme de gratuité dans l'effort. C'est à la fois très individualiste et en même temps collectif. Donc il y a beaucoup de manières de prendre ce sport pour comprendre qu'il est une sorte de métaphore de l'existence. Et René Fallet avait écrit une phrase que j'aime beaucoup, il disait « Ceux qui font dans la vie, ceux qui font du vélo savent que dans la vie rien n'est jamais plat ». Et je crois que c'est vrai. Et surtout quand on monte. Mais en même temps, j'ai l'impression aussi qu'il aimait beaucoup les gens simples. Ah oui, il était entouré de gens simples, il recherchait leur contact, oui, il avait une simplicité lui, alors qu'il pouvait être un peu intimidant, mais il avait une grande simplicité, et bon, c'était pas un saint, hein, c'était pas un saint, loin s'en faut, il avait d'énormes défauts, il pouvait être buté, têtu, il pouvait ne rien vouloir entendre sur quelque chose qu'il avait décidé, bon, comme ça. Mais par ailleurs, il avait une très grande humanité, et effectivement, je me souviens un jour, il m'avait parlé d'un livre qui s'appelait Les gens de peu, qui avait été écrit par un homme qui est mort il y a quelques années, son nom m'échappe à l'instant, mais qui était formidable, que j'ai croisé dans quelques salons du livre. Et il avait entendu une émission sur ce livre, il avait entendu l'auteur, et il disait c'est formidable, il parle des gens justement qui nous entourent dans les villages, enfin, les gens de peu, je ne sais plus. Ça m'a dit quelque chose aussi. Mais en même temps, il y a aussi la difficulté d'écrire ce livre parce que vous n'êtes pas tout seul aussi, il y a vos deux frères aussi. Donc j'ai l'impression qu'au moins il y a une lecture partagée avant de C'était indispensable, c'est-à-dire que je leur ai dit assez vite que j'écrivais un texte sur notre père et sur la relation que j'avais pu avoir avec lui pendant ces années. Et lorsque j'ai... En fait, l'écriture s'est faite en 2 temps. Il y a eu le temps vraiment de la douleur, cette souffrance muette, mais qui s'éclusait un peu dans l'écriture. Ça a duré une quinzaine de jours après sa mort. Puis après, j'ai laissé ce texte et je l'ai repris pendant l'été. Et une fois l'été fini, je l'ai tapé, parce que j'écris toujours à la main, et donc je l'ai tapé. Et je l'ai donné à lire à mes frères en leur demandant ce qu'ils en pensaient.